Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un vlog lecture. C'est pas n'importe lequel puisque c'est le 100e. Alors ça signifie pas qu'il y a seulement 100 vidéos sur ma chaîne YouTube, pas du tout. Vous le savez, il y en a plusieurs centaines. Je crois qu'on a dépassé même le millier de vidéos. C'est sûr que ces derniers temps, en publiant 3 vidéos par semaine, ça en fait du contenu, hein. Et puis, je vous ai proposé tellement de formats différents. On a commencé avec des podcasts créatifs dans lesquels je parlais principalement tricot, mais aussi couture. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ma chaîne? Des tutos tricot notamment, il y a aussi des tutos bijoux. On peut trouver aussi, alors il y avait des reconfis vlogs, des vlogs tricot lecture sur la fin de l'année 2020. Il y a des podcasts lecture, donc ça vous connaissez, c'est un format que je continue avec mes avis lecture. Il y a donc ces vlogs lecture, il y a des vlogs tricot, et est-ce que j'ai déjà tenté? Ah oui, mais si, j'ai déjà tenté d'autres formats en mi-2020 sur des podcasts minutes où l'idée c'était de vous parler d'un livre, d'un tricot et d'un projet couture. Sauf que c'était... Enfin, je voulais faire des vidéos un petit peu plus courtes, que je suis bavarde. Et le souci de ce format-là, c'est que, en fait, je lisais plus vite. Et, enfin, ce que je faisais le plus, je crois que c'était la couture. Je devais coudre plus vite que ce que je lisais, que ce que je tricotais. Et donc en fait c'était déséquilibré. Et là par exemple en ce moment je lis et je tricote en même temps et donc je fais vraiment les deux en même temps. Donc quand je me pose et je lis, en fait je me pose et je tricote. Et donc vraiment on peut pas dire que je consacre plus de temps au tricot que de temps à la lecture. Mais derrière je dois être à peu près à un tricot fait pour 8-9 livres lus. Donc voilà, ça vous donne une idée. Donc, pour fêter ce 100e vlog lecture, qui, comme je viens de vous le dire, n'est pas du tout la 100e vidéo sur ma chaîne YouTube, eh bien, je vous ai proposé de me poser des questions. Donc, j'ai fait ça sur Instagram et du coup, questions auxquelles je répondrai dans cette vidéo. J'ai pas reçu beaucoup de questions. J'en ai reçu 7. Mais alors, celles que j'ai reçues, j'ai pas mal travaillé depuis. Enfin, ça m'a travaillé, j'ai réfléchi à ce que j'allais vous répondre. C'était pas des questions si évidentes que ça. Et c'est des questions sur lesquelles je vais pouvoir vous parler de trois petites choses. On n'est pas sur des questions oui, point, non, point. Enfin, ça va au-delà. Donc, vraiment intéressante comme question. Donc voilà, je remercie les personnes qui me les ont posées. Et donc, c'est parti. Et je vais les prendre à l'envers parce que ça m'arrange puisque ça me permet de commencer par une première question. Qu'est-ce que Bookstagram et YouTube ont changé dans mon quotidien? Et donc cette question, elle permet d'être hyper introductive et voilà. Alors, j'ai ouvert ma chaîne YouTube en janvier 2017, donc ça fait pas tout à fait 8 ans. J'ai ouvert Instagram le 30 avril 2016, donc ça fait 8 ans depuis peu. Et tout ça a commencé... Vous le savez peut-être parce que je le répète régulièrement, mais tout ça a commencé alors que je me suis arrêtée de travailler à la naissance de ma dernière, qui est née mi-mars 2016, parce que c'était mon 3e enfant, parce que je travaillais loin, parce que voilà, il y a plein de choses qui ont fait que j'ai pris cette décision-là. Sauf que je suis quelqu'un qui aime beaucoup son travail, donc c'était pas une décision si évidente que ça et donc j'avais besoin d'avoir quand même quelque chose à moi dans ce quotidien et ce quelque chose au début ça a été la couture. Alors c'est pas du tout quelque chose que je connaissais mais je me suis dit ça va être l'occasion de débuter en couture, voilà. Et mon premier post Instagram c'était mon premier projet couture. Ma mère venait de m'apprendre rapidement comment on utilisait une machine à coudre. J'en avais acheté une des années auparavant, avant d'avoir des enfants. Puis je l'avais montré à quelqu'un, que je ne citerai pas, qui m'a dit « Oh là là là, oh là là, c'est compliqué !» Pourtant, voilà, je pensais à apprendre beaucoup.
de cette personne, mais bon, ça n'a pas été le cas. Et donc bon, ça m'a totalement démotivée. Et donc après, je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion, je tricote, j'ai suivi pas mal de blogs de tricot, des personnes qui faisaient du tricot et de la couture aussi. Ça m'attirait du coup de pouvoir me faire des choses, j'étais attirée par les vêtements. Et donc voilà, ça a débuté comme ça. Mais très vite, bah, le tricot était là parce que de toute façon, j'ai appris à tricoter il y a plus de 30 ans, donc le tricot je vais pas dire a toujours fait partie de mon quotidien. J'ai 38 ans, je peux pas vous dire que à 8 ans, tous les jours, je tricotais, c'est pas vrai. Mais j'ai vraiment eu des grosses périodes au collège, au lycée, quand j'étais étudiante, c'était la folie. Moi, j'étais la seule étudiante qui attendait avec impatience les soldes chez Filda pour m'acheter de la laine. Donc voilà, le tricot a toujours fait partie de ma vie avec pas de façon régulière, on va dire, mais vraiment avec des moments de passion folle, quoi. Et la lecture aussi. Sauf que, comme je vous dis, j'ai ouvert mon compte Instagram à la naissance de ma dernière, j'ai 3 enfants, quand ma dernière est née, ma fille aînée avait 4 ans et demi, mon fils avait 2 ans et demi, et donc j'étais occupée, j'étais bien occupée. Et puis en plus je me suis dit, si je ne travaille pas, il est hors de question que les enfants aillent à la garderie le soir, aillent à la cantine le midi. J'étais en pleine période, cette magique période où les enfants avaient les TAP là, je sais même plus ce que ça signifiait, où ils avaient des activités les soirs, machin truc, et sauf qu'en fait ces activités c'était n'importe quoi, et c'était réparti n'importe comment dans la semaine, donc en fait ils allaient pas à l'école à certains moments, donc genre ma grande, elle allait à l'école de 13h30 à 14h30 l'après-midi, avec un bébé qui dormait, que je devais réveiller pour aller chercher. Mon fils, il dormait plus en petite section, je le mettais pas à l'école du coup l'après-midi parce que ça servait à rien, c'était que de la sieste, enfin... Bref, c'était du grand n'importe quoi et j'ai couru partout et ça a été, voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu besoin de cette bulle d'oxygène et la lecture, je l'ai pas repris tout de suite. Donc qu'est-ce que Bookstagram et YouTube ont changé dans mon quotidien? Eh bien, à ces périodes-là, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, ce que ça a changé dans mon quotidien, c'est que ça m'a permis d'avoir des bulles d'oxygène, d'avoir des moments pour moi au milieu de courir, avec ce truc, vous savez, où vous sortez avec des enfants en bas âge, etc. Et quand vous mettez un pied dehors, c'est là où il pleut. Voilà, tous ces trucs-là que les mamans connaissent. Voilà, on se dit toujours hein, que c'est tellement mignon les bébés, quand nos enfants sont bébés, que ça passe tellement vite. Certes, moi j'ai porté ma dernière pendant 5 mois en porte-bébé la journée parce qu'elle dormait pas dans son lit. Ça m'a bousillé les cervicales et il fallait courir partout. Donc je dis pas que c'était pas bien, je dis que c'était une période particulière et donc à ce moment-là j'ai vraiment eu... Instagram et YouTube m'ont fait beaucoup de bien. YouTube dans un premier temps parce que je regardais des podcasts tricot et ensuite j'ai ouvert ma chaîne et Instagram parce que ça me permettait de partager les bijoux que je découvrais, la couture que je découvrais et puis toujours le tricot et la découverte aussi d'autres genres de laine, voilà. Et puis petit à petit, le temps est passé, hein, ça fait quand même 8 ans tout ça, donc ça fait un long moment, hein, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps sur mon organisation sur Instagram, on ne peut pas dire que j'ai eu une progression fulgurante, je ne suis pas passée de 0 à 100 000 abonnés en un an, puisque les 100 000 abonnés, je n'y suis absolument pas, c'est pas un truc de folie, je ne cherche pas à en faire mon activité principale, j'aime mon travail, je suis fière de ce que je fais, même si j'en parle pas ici parce que c'est pas le lieu, et je suis très fière aussi d'avoir à côté mon petit univers en fait, enfin voilà, les deux sont importants pour moi, sont importants pour mon équilibre, et en plus j'ai un métier qui est plutôt matheux, scientifique, etc. Et j'ai des passions qui sont le côté tricot, on dit souvent artistique, alors bon, créatif, à nuancer parce que ça... Bon, voilà, si vous me suivez sur le tricot, vous savez à peu près ce que j'en pense. C'est créatif, oui et non, ça dépend jusqu'où va la créativité. J'ai créé des modèles, certes, c'est vrai, donc là il y avait un aspect plus créatif. Quand je prends le modèle qui a été créé par quelqu'un et la laine qui a été créée par quelqu'un et que j'assemble les deux, la créativité est certes présente, mais de façon plus limitée. Donc bon, voilà. Donc il y a un côté comme ça.
Et puis dans mes passions, eh bien il y a la lecture et donc il y a un côté littéraire. Et j'adore le fait d'avoir ces deux choses-là, même si je vous parle régulièrement de mon syndrome de l'imposteur, etc., etc. Mais voilà. Donc en fait, ce sont des bulles d'oxygène. Ça a été bulle d'oxygène à une période où j'en avais besoin, mais en fait, je continue à en avoir besoin. Pour moi, Instagram et YouTube viennent apporter des cerises sur le gâteau. Parce que il y a le fait de créer du contenu. Donc, alors, est-ce que créer du contenu, c'est une cerise sur le gâteau? Pas forcément, mais vous allez voir ce que je voulais dire. Mais donc, il y a créer du contenu. Donc, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien? Je dois le créer, ce contenu. Je poste 2 choses par jour sur Instagram. J'essaye de faire un post, un réel, mais enfin, j'essaye de faire. Disons que c'est pas mal d'avoir un avis lecture plus autre chose. Et j'aime bien voilà, alterner de cette façon-là, mais c'est pas toujours le cas. Et notamment en ce moment, c'est vraiment pas le cas, parce que j'ai eu beaucoup de choses à partager. Mais même au moment où je vous parle, hein, je suis en train de faire un planning lecture en ce moment, parce que j'ai un planning de publication, pardon, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à partager. Et là, j'ai de quoi partager sur une semaine, en fait. Et pourtant, la semaine qui arrive, enfin sur les 7 jours qui vont arriver, je vais lire. Et donc, lire, c'est aussi créer, c'est aussi avoir du contenu à créer, etc., etc. Donc, voilà, j'ai largement de quoi partager. Et donc, je partage 2 fois par jour. Et donc, qu'est-ce que ça a changé? Faut le créer, ce contenu. Donc, quotidiennement, il faut que je le crée, en fait. Voilà, c'est des... Alors, je peux pas vous dire tous les jours, de telle heure à telle heure, je crée du contenu, ou je me lève plus tôt pour m'organiser comme ça. Non, en fait, faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui cherche la productivité, ce qui est largement en décalage avec ce qu'on peut penser actuellement, où il faut prendre son temps, faut voilà, la détox digitale, tous ces trucs-là, moi c'est pas moi. Donc moi la détox digitale niette, parce que je travaille beaucoup, et donc quand je suis en vacances, c'est le moment où j'ai le plus de temps pour créer du contenu. Je suis quelqu'un de bizarre, parce que je vais travailler en vacances, je vais parfois je vais poser une journée parce que j'ai plein de choses en lien avec mes contenus, justement. Et donc voilà, après j'ai un nombre de congés comme tout le monde, hein, ni plus ni moins, mais voilà, donc c'est un peu particulier. Donc derrière, comme je suis quelqu'un qui suis plutôt dans la productivité, essayer d'optimiser chaque seconde, et parfois parfois c'est aussi de la détente. Je veux dire, quand je tricote et je lis, c'est de la détente, sauf qu'en fait, en réalité, je crée aussi du contenu. Donc c'est pour moi qui aime la productivité, j'ai l'impression de faire 50 trucs en même temps. Je lis et je tricote en même temps, et en plus, ce que je fais, ça me permet de créer du contenu. Mais surtout, ce que je fais, ça me permet de m'évader, et donc de couper, et donc de me détendre, et donc de mieux réenchaîner le lendemain. Et donc je peux pas... J'entends souvent le truc... il faut se lever plus tôt. Du coup, et en se levant plus tôt, c'est notamment Marie Vareille que j'avais entendu dans une de ses vidéos il y a un moment, sur comment elle s'était mise à l'écriture, et donc en mettant son réveil plus tôt, ça lui permettait d'avoir une demi-heure tous les matins ou 1 heure tous les matins pour écrire. C'est quelque chose que je peux pas faire parce que je suis déjà un peu comme ça, en fait. C'est-à-dire que je dors ce dont j'ai besoin. Voilà, je vais pas dormir 1 minute de plus, 1 minute de moins. Enfin, voilà, c'est sur ça, je suis déjà un peu. Et puis en plus, pendant toute une période, pendant toute une période avant de déménager, quand j'allais au travail plus régulièrement que maintenant, avec moins de télétravail, et donc j'habitais loin, je me réveillais à 5h45. Donc quand j'entendais ces conseils-là, je me disais, je vais pas me réveiller à 5h pour... Enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter. Et surtout que moi, je vais me coucher en fonction de l'heure à laquelle je me lève le lendemain aussi. Donc en fait, l'optimisation, elle est plutôt de ce côté-là. Qu'est-ce que ça change dans mon quotidien? Justement, comme je vous le disais, la création de contenu. Et donc, vu ma journée, comment elle est, je ne consacre pas 1 heure complète à de la création de contenu. La création de contenu, elle se fait au fil de l'eau. Voilà. Je suis en train d'attendre le midi dans une boulangerie parce que je travaille à côté de Paris et qu'on est 50 000 à vouloir notre sandwich en même temps. Ok, c'est le moment de
créer du contenu. Et donc, mes photos, elles sont faites à l'avance, je vais faire mon truc et voilà. Donc ça change du coup. Pareil pour mes vidéos YouTube, hein, qu'il faut créer, qu'il faut monter, même si je fais un montage, comme on me l'a déjà dit, relativement simple, voire je fais pas de montage, bah, il y en a un minimum quand même. Donc voilà, faut aussi le faire, quoi. Donc voilà. Donc ça, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien? Eh bien, du temps à préparer du contenu, à créer du contenu. Est-ce que ça me gêne? Non, sinon je le ferais pas. Je le fais parce que j'ai envie, c'est chouette derrière de vous partager mon avis sur un livre et puis d'avoir vos retours et tout. Enfin, c'est voilà, moi j'aime ça. Enfin, sinon je le ferais pas. Vous voyez comment je fonctionne. Si j'aime pas quelque chose, je vais pas m'embêter à le continuer. Donc du coup, eh bien ça effectivement ça change. Mais derrière ça m'apporte quoi? Alors, je ne fais pas ça pour ça. Ah, ça, on me l'a dit aussi, tu fais des belles photos parce que c'est ça qui t'apporte des services presse. Non, je fais des belles photos parce que j'aime ça. Alors après, je fais des belles photos. C'est pas vrai. Je fais des photos que j'apprécie. Est-ce qu'elles sont belles? J'en sais rien. Moi, en tout cas, elles me plaisent. Et si je les regarde dans 2 ans, elles ne me plairont plus. J'aurai 50 000 trucs à leur reprocher. Mais globalement, j'essaye de faire des photos qui me plaisent. C'est jamais parfait, c'est jamais... Voilà. Si c'est pas le cas, si je fais pas des photos comme je fais, donc quand je fais mes petites séances photos, 1 heure par mois, si je fais pas des photos comme ça et que je les fais un peu rapidement, ça me plaît moins. Donc je vais poster ma photo. Il y a des fois, je viens de faire une séance photo et je reçois 10 livres la semaine d'après et il faut que je refasse. Bon bah d'accord, ok, je vais refaire une séance photo. Si la semaine d'après, je reçois un livre et vraiment il faut que je fasse une photo tout de suite, bah je vais pas tout ressortir pour refaire une séance photo. C'est pas vrai. Je vais faire une photo globalement rapide qui me plaira moins. Au moment où je vais la poster, ça va pas trop me plaire. Est-ce qu'elle marche mieux, est-ce qu'elle marche moins bien? J'en ai rien à faire, j'en sais rien, parce qu'en plus il y a la photo, mais il y a aussi le livre, il y a la vie, il y a plein de trucs qui peuvent influencer le fait qu'un post marche ou pas. Et derrière, bah, c'est surtout que moi, je ne serais pas hyper contente. Donc, voilà. Donc, derrière, je ne fais pas des photos pour ça, je poste pas pour avoir des trucs, je fais ça parce que j'ai envie. Mais c'est plutôt chouette parce que derrière, ça a attiré un certain nombre de personnes et j'en suis très contente et je vous en remercie. Donc je me dis que ce que je fais doit plaire un petit peu. Alors ça, c'est pas, je suis pas sûre du buzz, j'essaye pas de faire des réels à 3 millions de vues, de faire le truc machin. Enfin, c'est pas du tout de faire des trucs rigolos, de faire des réels de 3 secondes, de faire ci, de faire ça pour créer du buzz. C'est pas du tout mon truc. Hein. Enfin voilà, c'est peut-être dommage parce que c'est peut-être ça qui permet d'avoir une plus grande visibilité, mais je suis pas comme ça. Et donc derrière, bah, en fait, grâce au fait que vous soyez plusieurs à interagir avec mon contenu, et je vous en remercie beaucoup, et ben derrière, c'est vrai que ça permet aussi de vivre des trucs chouettes. Alors, oui, je reçois des livres gratuits, oui, avant, je recevais de la laine gratuite, et ça change des choses, parce que avoir un livre d'un auteur que j'adore avant qu'il sorte, ça c'est génial en fait. Enfin, avant que le livre sorte en grand format en plus, alors qu'avant j'attendais le format poche pour l'acheter. Ça c'est génial, enfin moi j'ai l'impression de vivre un rêve. Mais le truc, vraiment, la cerise sur le gâteau, encore plus loin que ça, ce sont les petits mails qui arrivent. Alors c'est pas au quotidien, mais le truc qu'on n'a pas vu venir, qu'on peut pas deviner, de temps en temps, un mail, un message privé qui me fait tout arrêter pendant 3 secondes, et là je suis non, pour vivre un événement, un truc de folie. Voilà. Donc il y a des moments comme ça, des cerises sur le gâteau. Alors il y a tous les événements littéraires privés et il y a d'autres choses, des trucs un peu fous. L'année dernière, on est parti à Liège avec ma grande. Truc de fou, enfin voilà, invité par Thalys, super hôtel, on a découvert la ville, on a passé 2 jours super chouettes. Incroyable quoi, enfin c'est assez dingue. Voilà, il y a des choses comme ça. La télé est venue à la maison pour filmer un bout pour France 3. Et puis oui, j'ai vécu plein d'autres trucs. Et puis
un mail de Marie-Claire qui me dit bah voilà, on pense à vous pour écrire un livre, je sors un livre tricot. Enfin, donc ça, c'est pas des choses au quotidien. Donc je réponds pas tout à fait à la question. Je suis très longue pour répondre à cette question parce qu'elle m'a beaucoup inspirée. Mais derrière, c'est qu'est-ce que ça a changé dans mon quotidien? Bah concrètement, ça a changé que maintenant, je publie des choses tous les jours. Donc tous les jours, je crée du contenu. Alors, pas tous les jours pour YouTube, quoique, enfin non, je crée pas du contenu tous les jours pour YouTube, mais tous les jours, il y a quelque chose. Soit c'est un short, soit c'est une vidéo plus longue, etc. Mais il y a quand même tous les jours quelque chose. Il y a aussi tous les jours quelque chose sur TikTok. J'alimente en ce moment pas mal Threads avec des citations. Instagram, donc j'alimente tous les jours en termes de contenu, enfin de posts, de réels, de stories aussi. Hein. Message privé aussi. Mais donc ça, c'est vraiment au quotidien. Donc qu'est-ce que ça a changé? Bah, quelque part, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça a changé? Ça me prend du temps, concrètement. Est-ce que ça m'ennuie? Non, j'aime ça. Donc ça me dérange pas. Je décide de consacrer du temps à tout ça. Et c'est trop cool. Et derrière, en plus, ça qui me plaît, ça me permet de vivre des choses dingues. Et donc, voilà, c'est cerise sur le gâteau. Quand je crée du contenu, j'y pense pas. Quand je vais voir ma boîte mail, je vous avoue qu'une ou deux fois par semaine, je me dis, ah la vache, ah ça... Ah, j'ai hâte d'un truc, dingue, quoi. Je me souviens quand j'ai été contactée pour voir Franck Tillier, passer une matinée avec lui dans les studios Rosalie pour l'enregistrement de son livre audio et tout. Quand j'ai appris ce truc-là, j'avais envie de sauter partout. Hein, c'était trop, trop bien. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses que je garde pour moi. Déjà, j'ai la poisse. J'ai vraiment une poisse incroyable enfin, je pense que je l'ai remarqué il y a 15 ans au moins. Quand j'annonce quelque chose avant que ça se soit réalisé, ça ne se fait pas. Alors il y a des choses, j'ai vécu quelque chose notamment de terrible il y a 15 ans. J'ai annoncé quelque chose et ça ne s'est pas concrétisé. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'en remettre. Mais voilà, le temps est passé et j'ai vécu beaucoup d'autres choses chouettes depuis. Mais voilà, je pense toujours à ça et donc j'ai vraiment eu des coups de malchance sur des trucs où vous vous diriez mais ça peut pas mal se passer. Bah si, avec moi si, c'est possible. Donc je garde tout ça pour moi et en général j'en parle au moment où c'est concret, où c'est sûr et voilà. Donc mais derrière, ouais, qu'est-ce que ça a changé? Bah dans mon quotidien, bah ce côté certainement ouais, cerise sur le gâteau parce que ça ajoute quelque chose en fait. Ça ajoute. Et puis j'ai l'impression de mener des vies en parallèle en fait. Enfin, même si je sais que globalement au travail ils sont au courant de mes réseaux sociaux, c'est plutôt l'inverse que je fais pas. Je parle pas de mon travail sur les réseaux, mais derrière je continue ma vie normale, à aimer mon travail, à m'investir dedans. Et puis bah parfois le soir, hop, événement littéraire j'aime ça. En fait, j'aime ça. Je pense que je pouvais pas dire, je pouvais pas mettre le doigt dessus, c'est pas quelque chose qui pouvait me manquer, mais me connaissant, c'est presque, ça devient un besoin en fin de compte, de mener un peu ces vies en parallèle et voilà. Donc ça, c'était ma réponse, ma longue réponse à cette question. Promis, on va pas passer une demi-heure sur chaque question. Alors ensuite c'est une question où je vais devoir me lever, donc je la garde pour après. Je me lèverai, je vous montrerai 2-3 petites choses. On ira se balader dans mes bibliothèques. Donc celle-là, c'est bon. Ensuite, un auteur, une autrice que tu rêves de rencontrer parmi ceux que tu n'as jamais vus encore. Cette question m'a posé beaucoup de problèmes, juste que je ne savais pas quoi répondre. C'est hyper compliqué, parce que les premières réponses, les premiers auteurs auxquels j'ai pensé, ce sont des auteurs que j'ai déjà rencontrés, que j'ai déjà vus, mais à mes yeux, pas assez. Donc voilà, des auteurs que j'ai entreaperçus ou des auteurs que je vois, mais je me dis, ouais, mais c'est pas assez. Et puis, en fait, je fais quand même pas mal de salons en plus des événements littéraires. Là, les événements littéraires, j'en ai eu 10 ou 11 en avril, pareil en mars, donc j'en fais. Je fais aussi des salons, c'est pas la même chose. En salon, je vais parler 5-10 minutes avec un auteur, je suis plutôt bavarde, effectivement. Un événement littéraire, c'est un peu différent, mais c'est aussi privilégié, c'est aussi un moment privilégié avec l'auteur, voilà. Donc, derrière,
Il y a des auteurs que j'ai pu voir très rapidement au salon ou très rapidement à un moment et je me dis, ah, je rêve d'un événement littéraire avec cet auteur que j'ai certes déjà rencontré, peut-être 2, 3, 4 fois en salon, mais voilà. Donc bah, je vais pas vous lister ça parce que c'est pas la question. Donc qui est-ce que je n'ai pas vu et auteur, autrice de mes rêves, enfin auteur, autrice que je j'ai jamais rencontré et que je rêverais de rencontrer. Alors rêver de rencontrer c'est un peu fort. Forcément dans les auteurs que je rêverais de rencontrer, c'est plutôt des auteurs que j'aurais rêvé de rencontrer et qui sont malheureusement décédés. Donc bah dans ceux-là, il y a ceux que je lis chaque mois. Agatha Christie et MC Beaton, forcément. En plus, ce sont deux autrices qui avaient un rendement de folie. Alors, MC Beaton, on peut pas dire que ce soit des livres excellents, etc. Mais bon, derrière, c'est quand même un genre aussi. C'est quand même... Puis, enfin, elle a quand même écrit énormément parce que faut se dire que nous les livres qu'on a connus sous MC Beaton ne restent qu'un pseudonyme, elle en a écrit mais tellement d'autres, donc assez impressionnée par ça. Et puis bah, bien sûr Agatha Christie. Donc voilà, mais ça ne répond toujours pas à la question. Donc bah, j'irais peut-être vers des auteurs étrangers qui sont peut-être moins évidents en fait à voir, sauf à certains salons, mais c'est rare. Et ah si, non, il y en a une autre qui me vient à l'esprit. Non. Alors peut-être Camilla Lagerberg, parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps en plus qu'il allait avoir un nouveau tome d'Erika Falk qui allait sortir. Et Camilla Lagerberg, elle m'a accompagnée pendant les grossesses, mes grossesses 2 et 3. Voilà, c'est là où j'ai découvert ces livres. Je me souviens tellement quand j'étais enceinte de mon livre, de la lecture de certains livres, notamment L'Enfant allemand. C'est elle, en plus, c'est grâce à elle que je suis tombée comme ça dans les polars nordiques. J'ai toujours eu un amour des pays, enfin une attirance vers les pays nordiques, notamment la Suède et la Norvège. Et je me souviens que j'ai eu l'occasion d'aller en Finlande quand j'étais étudiante. Et des 3 pays nordiques, c'était celui qui m'attirait le moins. Mais écoutez, j'y suis allée quand même, ça m'a permis de découvrir et de me rendre compte que l'avion, c'est définitivement pas pour moi. Donc j'ai déjà eu des attirances, notamment par mes goûts musicaux, mais c'est vrai que Camilla Lagerberg, ça a été un déclic, quelque chose qui fait que maintenant j'adore les polars nordiques aussi. Donc j'aurais tendance à dire Camilla Lagerberg, non pas parce que c'est une autrice dont je vous parle beaucoup, parce qu'en fait je vous en ai quasiment jamais parlé depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, puisque une fois que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'étais déjà à jour dans la série d'Erika Falk. Et autre autrice dont je vous ai parlé plusieurs fois, mais pareil, toute cette vague-là, elle était bien avant que je partage sur mes lectures, c'est Andrea H. Japp. Andrea H. Japp, qui est une autrice française et qui a écrit pour moi des polars, des thrillers, mais dingues, et qui s'est renouvelée, etc., et que j'ai découverte quand j'étais étudiante, avec La parabole du tueur, hyper intéressant, étudiante ou lycéenne, je sais plus, livre que j'ai prêté et qui ne m'a jamais été rendu, depuis je ne prête plus mes livres, et en fait, voilà, mathématicienne, appelée par le FBI, passé sombre, passé vraiment sombre, et donc marquée par ça en fait. Et donc, eh bien, un tueur en série, et donc elle va essayer de prévoir où il va frapper en établissant une parabole, l'équation d'une parabole en fait, donc en utilisant le passé pour prédire l'avenir. Enfin, ce sont des mathématiques, quoi. Donc, voilà. Donc peut-être Andrea Japp, mais qui a fait beaucoup d'autres choses, hein, qui a fait un peu, genre un peu Cozy Mystery, qui a fait des polars historiques, voilà. Donc j'aurais tendance à penser à ces deux autrices. Ce qui est dommage, c'est que je vous en ai jamais parlé ou jamais beaucoup parlé, mais dans tous les auteurs dont je vous ai parlé, des auteurs dont je vous parlerai beaucoup, qui est-ce que j'ai pas rencontré et que là comme ça m'échappe. Ça m'échappe. Si, peut-être Jussi Adler-Olsen, mais bon, peut-être, mais après, ça, je dis ça parce que je vois là-bas, j'essaye de penser aux auteurs de polar nordique, et dans ceux que j'apprécie, je les ai vus. Ah bah, ou alors Émilie Schepp, mais ça reste un coup de cœur récent.
Voilà, donc mais je sais pas trop. Donc voilà, on va dire ça, on va dire ça. Ça se trouve, vous êtes là en train de vous dire, mais elle n'a même pas cité tel et tel auteur. Ouais, mais pourtant, ça fait plusieurs jours que je réfléchis à cette question-là, et je vois pas, je regarde mes livres un peu partout, en me disant, bah, après, c'est vrai que les livres qui sortent, là, ces derniers temps, c'est quand même beaucoup d'auteurs que je vois en salon. Donc, je sais pas. Moi, je dirais ça. Ensuite, est-ce que je serais intéressée pour animer un club lecture à Paris? Pareil, je vous dis les questions elles sont top parce que c'est pareil, c'est une question, j'ai beaucoup réfléchi. Alors, bon déjà je vous fais aucune annonce, hein, parce qu'on a l'impression que je vais mettre un suspense de fou. Non, je coupe le suspense tout de suite. Alors, bon, faut savoir que maintenant je partage énormément sur la lecture, j'ai énormément partagé sur le tricot, et à une période j'organisais énormément de tricoter, qui est un peu l'équivalent des clubs lecture dans le monde du tricot, et donc, mais j'en ai organisé des dizaines. C'était des fois même plusieurs dans la semaine. C'était une période justement où j'avais pas encore repris le travail, parce que là je sais pas du tout où je les caserais. Ça m'a apporté beaucoup. Parce que ça, pareil, parenthèse dans mon quotidien de maman à courir partout, enfin voilà, bref, je vais pas revenir sur tout ça, mais donc j'ai organisé beaucoup de tricotés. Quand j'ai repris le travail, j'ai moins réussi à trouver la place et l'envie d'organiser ça. Club lecture, j'en ai organisé un. Et il fallait en organiser un suivant. Je l'ai pas fait parce que pareil, c'était pas mon truc. Enfin, ouais, c'était pas forcément mon truc. En plus, bon, c'était assez particulier comment ça s'était créé et tout. Voilà, donc je pense que si je reprenais, si je devais en créer un, j'organiserais les choses différemment. Et, euh, et en fait, là comme ça, j'aurais tendance à dire non, je serais pas intéressée par ça, parce que je vois pas comment je le caserais dans mon quotidien, mais en fait, en même temps, j'arrive bien à caser des événements littéraires, j'arrive à caser de la lecture, enfin voilà, donc c'est pas une histoire de j'ai pas le temps, c'est que je préfère prendre du temps pour autre chose. Mais en fait, en continuant à gratter sur cette idée, parce que vraiment, quand j'ai eu la question, je me suis dit, non, 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 non. Et puis en plus, quand je vois tous les clubs de lecture, parce qu'en plus, ce qu'on avait fait, c'était pas vraiment ça, mais quand je vois les clubs lecture où il y a un côté qui est très aussi, pour moi, un peu scolaire en fait. Enfin, avec ce côté où, mince, c'est à mon tour de passer, il faut que je présente un livre, et gna, avec des gens qui ont des goûts très très différents. Et des fois, je suis quand même, je ne lis pas tout, pas de tout. Je ne lis pas de young adulte, je ne lis pas de fantasy, je ne lis pas de la littérature très intellectuelle, machin truc. Et je sais que je décrocherai vite, en fait, sur ce style de lecture. Enfin, donc voilà, et je me dirais, mince, j'aurais pu passer peut-être ce temps-là à lire plutôt que d'entendre parler des gens sur des livres qui ne me plairont pas. Et à côté de ça, je suis convaincue que je ferai d'excellentes découvertes, j'en suis sûre. Donc en fait, en amenant le truc et tout, je me disais, en fait, qu'est-ce qui me plairait pour un club lecture? Ce qui me plairait, c'est peut-être un club lecture thématique. Et là, je me dis, mais attendez, un club lecture polar, mais ce serait génial en fait. Un club lecture polar, mais je signe demain et je le fais, c'est trop bien. Enfin, ça me plairait énormément, énormément. Parce que là, pour le coup, forcément, ça me plaira. De la littérature polar pompeuse, je pense pas, ou alors peut-être, mais ouais, pour moi, la littérature polar... les romans policiers pompeux, c'est peut-être des romans policiers d'avant quelque part, et c'est pas pompeux. Enfin, bref, bon, du coup, là, ça me branchait plus. Et puis, il y a d'autres trucs qui me brancheraient peut-être aussi, voilà. Mais pour l'instant, on est en pleine phase de 50 000 événements littéraires par mois, plein de salons. Je suis pas en manque d'événements littéraires, donc j'ai pas un besoin par rapport à ça. Mais il y a peut-être un truc à creuser quand même. Il y a peut-être un truc à creuser. Ça, là, je vous dis, pour le coup, parler de ça, un club lecture polar, ça me brancherait trop en fait. Ça me brancherait trop. Ça, ce serait trop cool.
Donc, est-ce que je serais intéressée par animer un club lecture à Paris? Oui, si c'est du polar. Voilà, allez, question suivante. Non, non, mais, enfin, voilà, enfin, c'est là où c'était intéressant de réfléchir à ces questions-là, parce que je vous dis, mon premier truc, ça a été, ah, mais non, mais j'ai pas le temps, je casse ça où? Et puis après, je me dis, non, en fait, c'est pas une histoire de temps. J'ai pas assez d'envie pour prendre le temps. En revanche, un petit club lecture polar, un petit club lecture polar, ça, il y a des trucs à faire, je pense. Donc voilà, à creuser. Donc il n'y a pas d'annonce, je vous dis pas, hey, on se retrouve dans 2 mois pour mon premier club lecture polar, mais à creuser, à creuser. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Ça, pour le coup, ça me plaît bien. Et ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup. Surtout que derrière, je pense à plein d'autres trucs qui pourraient... Enfin, ça m'inspire. Voilà, donc merci pour cette question. Avant que je prenne mon téléphone et qu'on se déplace un petit peu, je vais répondre à quel est l'auteur, autrice de polar thriller que tu n'as pas encore lu et qui est pourtant très apprécié? C'est pareil, mais vous avez vraiment posé d'excellentes questions. Alors, j'aurais tendance à dire, j'aurais tendance à répondre sur les auteurs qui là me titillent, qui m'ont titillé en début d'année et où j'ai été prise par le tsunami de sorties littéraires qui est toujours un tsunami très agréable. Voilà, c'est toujours un moment très chouette, mais j'ai été prise par ça et encore plus que l'année d'avant, je crois. Et donc, j'avais dit en début d'année, oui, je vais lire ça, faut que je revienne à des romans policiers classiques, faut que je voulais avoir perfectionné mes connaissances dans le domaine roman policier. Donc, ça veut dire ne pas lire que des auteurs de maintenant. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps, depuis le mois de janvier? Je n'ai lu quasiment que des auteurs de maintenant, parce que j'ai énormément préparé les quais du polar, parce qu'il y a eu la sortie du nouveau Franck Tillier, du nouveau Bernard Minier, du nouveau Olivier Ball, et tout ça, j'avais envie de le lire. Et donc, en fait, ma résolution, mon envie de début d'année, je l'ai enfermée au placard et je l'ai oublié. Mais du coup, je vais utiliser cette question pour répondre sur des autrices que j'aimerais lire et qui sont appréciées et que je n'ai pas lues encore. Donc, du coup, ça répond à la question oui et non, parce que je réponds qu'avec les auteurs qui me titillent. Là, j'en ai une. Et là, j'en ai deux. C'est les deux qui me titillent et que je veux découvrir. Lisa Jewell, mais Lisa Jewell, parce que j'en entends parler. Parce qu'en plus, je vous ai fait, il n'y a pas longtemps, une vidéo, je vous ai parlé de thrillers domestiques, je vous ai demandé des conseils sur des thrillers domestiques. Lisa Jewell est ressortie. Et pareil, il y a un autre moment où j'ai eu un autre truc, on m'a dit, faut vraiment que tu lises ce livre de Lisa Jewell. Je sais, j'en ai, je veux la découvrir, mais j'ai oublié que j'avais dit ça. Donc voilà, donc il faut que je lise Lisa Jewell, voilà, parce que tout le monde aime Lisa Jewell, et moi je peux pas dire si j'aime ou pas, il faut que je la découvre. Et puis Karin Slaughter, parce que c'est pareil, elle me titille cette autrice. Bon, il faut être motivé. Ça a intérêt à être intéressant. Seulement 500 pages. Je pensais qu'il y en avait plus que ça. Donc voilà, il faut que je découvre Karin Slaughter parce que y a une série Netflix qui est sortie sur ce livre. Et je crois qu'il y avait... je l'ai acheté en novembre 2023. Et elle a un succès fou. Numéro 1 sur les listes internationales de best-sellers, c'est l'une des autrices les plus populaires et les plus plébiscitées au monde. Publiée dans 120 pays. Vendue à plus de 35 millions d'exemplaires. Nous, dès qu'il y a un auteur qui est vendu 1 million d'exemplaires, il y a un gros bandeau sur le livre. L'auteur qui a vendu... Enfin non, c'est pas mis vendu 1 million de livres. On nous dit l'auteur qui a séduit 1 million de personnes. Et du coup, derrière... Moi qui aime les chiffres et qui travaille dans tout ça, je me dis que est-ce que c'est 1 million de personnes ou 1 million de livres lus, vendus? C'est pas la même chose. Un lecteur pouvant acheter plusieurs livres. Bref, c'est pas grave, c'est juste des histoires d'indicateurs et on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Donc là, en tout cas, c'est mis explicitement vendu à plus de 35 millions d'exemplaires. Voilà, donc bah oui, il faut que je découvre cette autrice parce qu'apparemment, elle a du succès. En France, je sais pas. Enfin, j'imagine que oui, mais... Je peux pas dire que je l'ai beaucoup vue passer, alors que elle, je l'ai beaucoup vue passer sur Instagram, c'est clair, c'est comme ça que j'ai eu envie de la découvrir. Mais Karin Slaughter, peut-être moins. Donc voilà, j'utilise cette question sur mes envies du moment, quelles sont les autrices de polar thriller que j'ai pas encore lu et que j'ai et pourtant très apprécié et il faudrait que je m'y mette et je veux le faire prochainement, et ben voilà.
Alors, autre question, quel est mon livre préféré? Parmi tous les livres que j'ai lus, on me précise, pas un Agatha Christie, c'est pas gentil comme précision. Non, je rigole, mais oui, c'est vrai que mon livre préféré de tous les temps, c'est un Agatha Christie. Oui, 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 vous me connaissez bien. Eh bien, je vais du coup vous emmener avec moi et je vais vous montrer 2-3 livres. Donc, mes bibliothèques, voilà. Tac, 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 tac. Tac, tac, il y a un trou après, et tac, 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 ça continue. Oh oui, ça continue. Voilà. Donc ça, ce sont mes bibliothèques de livres lus. Pas tout à fait, mais j'ai d'autres questions auxquelles il faut que je réponde. Alors, mes livres préférés, pas évident, pas évident. Bon, déjà, même si on m'a dit que pas d'Agatha Christie et tout, écoutez, je ne peux que vous parler quand même du meurtre de Roger Ackroyd, j'ai pas le choix, même si on m'a dit que non. Mais, non mais, en fait, j'ai adoré cette mention parce que ça prouve tellement que vous me connaissez bien. Et donc, voilà, ça c'est mon livre préféré de tous les temps. Je vous le montre vite fait et après, je passe à d'autres livres. Bah oui, j'étais quand même obligée de vous en parler. Alors, sinon, eh bien, je vais tout simplement prendre les livres dont je vous parle chaque année parce que ça fait peut-être 3 ans que je vous... 4 ans, ah si, j'ai peut-être 5 livres à vous dire, ça fait partie de mes livres préférés chaque année. Il y a une année où je vous avais parlé d'un livre, mais je vais vous parler de 2 livres. Donc en fait, je vais prendre mon livre préféré de l'année dernière, mon livre préféré de l'année d'avant, mes 2 livres préférés encore de l'année d'avant et mon livre préféré de l'année encore d'avant. Mais il y a celui-là aussi. Bon, je vais vous montrer tout ça. Donc là, on est de l'autre côté en fait, vous voyez, on était là-bas tout à l'heure. Et là, on voit le fauteuil noir sur lequel je suis assise. Voilà. Et donc là, on est dans mes bibliothèques de livres lus, grand format, mais c'est pas tout à fait mes livres lus, mais on en parle tout à l'heure. Alors, il faut que j'arrive à vous trouver. Alors, quelqu'un dont le nom de famille est Christie, mais c'est pas Agatha Christie. Ah, la vache, il est tout là-bas. Ah, ça va être compliqué. Il va falloir que je monte là, sur le bord du canapé. Là, et que je tombe pas, parce qu'il est tout en haut. Voilà, je suis tout en haut. Le plafond est là. C'est celui-là. Oh. Celui-là, c'est Lorsque le dernier arbre de Michael Christie, qui est un livre qui est sorti pendant la rentrée littéraire Albin Michel. Il était génial. En fait, c'est un livre qui parle de nature, qui parle de forêt, qui parle d'arbres, comme son titre l'indique. Et en fait, on va suivre une famille sur plusieurs années. Et en fait, on a des tranches d'années. Enfin, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment fait... la construction est hyper intéressante. On est dans le futur et en fait, on remonte, je sais plus, par tranche de 20 ans ou je sais plus. Enfin, on remonte comme ça dans le passé. Et en fait, ça nous permet de comprendre des choses qui se passaient dans le futur. Et ensuite, on redéplie dans l'autre sens. Enfin, la construction est hyper intéressante, l'écriture est hyper intéressante. Ce livre m'a beaucoup plu. J'ai tout à fait conscience que depuis, mes goûts ont changé, que je lis beaucoup de polars, beaucoup de thrillers, que je suis beaucoup plus exigeante sur le rythme. Si un livre me paraît un peu trop lent, j'aurais tendance maintenant à l'abandonner. Et je pense que si j'avais découvert ce livre maintenant, je serais passée à côté parce que c'est plus mon style. Voilà, c'est un peu triste à dire, hein, mais malheureusement, c'est comme ça. Mais donc, je vous en parle quand même parce que ce livre a été mon livre préféré de l'année 2021, je crois. Il est sorti en poche depuis, hein, donc voilà, livre excellent. Je peux pas vous dire que je rêverais de rencontrer cet auteur canadien parce que je l'ai fait. J'ai eu un petit déjeuner avec lui. C'était l'un de mes premiers événements littéraires en fait, et c'était hyper intéressant. Donc voilà, livre très intéressant par la construction, très prenant, et un petit côté, les apparences sont trompeuses. Enfin, on n'est pas sur un thriller psychologique, mais on comprend les personnages et on les comprend par des choses dans le passé, des éléments qu'on n'a pas au début de l'histoire, et donc on pourrait juger un petit peu vite et ensuite on les comprend davantage. Voilà. Alors ensuite, je cherche ce livre-là. Ego de Maxime Girardot, mon livre préféré de l'année 2022. Oui, c'est ça. C'est un tome 2. Surtout, lisez Persona avant.
Voilà, surtout, il faut lire. Je vous l'avais déjà énormément dit à l'époque, mais vraiment, il faut le lire avant parce qu'il y a un énorme lien entre les deux. Donc, lisez d'abord Persona, ça vous permet de découvrir un peu l'auteur et tout. Et ensuite, vous lisez Ego. Ego au rythme incroyable, à vraiment des retournements de situation et des sujets qui me plaisent beaucoup autour des nouvelles technologies. C'est un auteur qui ne rejette pas les nouvelles technologies. Merci. Ça fait du bien d'en avoir, parce que à force de tout le temps nous dire que c'est nul, que c'est pas bien, que c'est gna et à détruire mon job au quotidien aussi, c'est assez agaçant, et c'est surtout que moi, plus on me dit c'est nul, et plus j'ai envie de dire, mais non, qu'est-ce que c'est bien. Là, du coup, ça permet pour moi d'avoir un avis plus nuancé, parce que derrière, l'auteur ne dit pas, c'est très 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 bien, allez-y, non, 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 il ne rejette pas tout, mais il rejette des choses. Et donc, je trouve que c'est un point de vue intéressant parce qu'il faut toujours être mesuré, hein, ça sert à rien d'aller dans les extrêmes, que ce soit sur n'importe quel sujet. Et donc, voilà, du coup, je trouve que ce livre est excellent et il remue, âme sensible, s'abstenir. C'est assez dingue ce qui se passe dedans et vous allez, mais vraiment, à plusieurs moments, vous dire non, il a pas fait ça, non. Et si, il l'a fait. Et tout ça, vous serez encore plus surpris si vous avez lu Persona avant. On va rester dans les G avec, où est-elle? Elle est ici. Oh, hop là. Avec Johanna Gustafsson, L'île de Yule, qui est mon livre préféré de l'année 2023. On est sur un polar excellent, influence Agatha Christie, mais en même temps polar nordique. Polar nordique que j'ai tendance à dire pour les nuls. C'est une autrice française, Johanna Gustafsson, son nom ne le laisse pas penser. Et en fait, c'est une autrice française qui nous parle de la Suède avec des petites notes de bas de page pour les Français. Donc en nous disant, alors au petit déjeuner, ils mangeaient ça, note de bas de page, oui, bah en fait, c'est ce que mangent les Suédois, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça, et voilà. Hyper intéressant du coup, et des retournements de situation, il y a des trucs, elle a joué avec nous, mais c'est dingue, ce livre est dingue, je vous le conseille, il est sorti en poche depuis. Bon, du coup, on va repasser côté poche. Côté poche, je pense à 2 livres. Ah non, non, pardon, il y en a un qui est de l'autre côté. C'est pas grave. Là, je vous montre mon livre préféré de 2020. Je vous ai fait 2021 avec Michael Christie, 2022 avec Maxime Girardot, 2023 avec Johanna Gustafsson. Je vous fais 2020 et je vais vous parler de mon 2e livre préféré de l'année 2021. Alors, on cherche un petit Sébastien Spitzer. Ouch. Voilà. Là. Ces rêves qu'on piétine. Ce livre est fou. Donc, on est en 1945 et en fait, on fait la connaissance de Magda. On me surnomme Magda, hein, donc c'est dommage que j'ai du mal à bien dire mon surnom. Magda Goebbels, voilà, Magda Goebbels, la femme de Goebbels. Et donc, en fait, dans ce livre, eh bien, oui, on suit Magda Goebbels, mais en fait, on va suivre en parallèle, sa vie en 1945 et sa vie. Comment elle en est arrivée là. C'est très intéressant, c'est extrêmement bien écrit, c'est très prenant. J'ai lu depuis d'autres livres de l'auteur, ça l'a un peu moins fait parce que là, j'ai vraiment été captivée par la femme et par le fait que ce soit la Seconde Guerre mondiale. Après, voilà, l'auteur écrit bien, La fièvre, c'est un livre qui est très bien, etc. Mais là, en fait, il y a toujours plusieurs choses chez un auteur. Il y a à la fois la plume, l'écriture, la construction, enfin voilà, tout ce qu'il y a autour de ça, et puis le sujet. Et donc, l'écriture et tout, ouais, ça le fait. Mais les sujets, bah, ça le fait ou ça le fait pas. Et là, en l'occurrence, ça le fait. Et voilà, très très chouette découverte. Sébastien Spitzer, Ses rêves qu'on piétine, je vous le conseille. Et donc, je vais vous trouver... ça va être là... Non, ça va être là-bas. Il doit être par là. Non, il est pas là. Alors, je ne l'ai pas classé là. Oh la vache, on est à la recherche d'un livre. Alors, est-ce que sinon je l'ai classé à... Ah mais oui, en même temps, c'est logique que je l'ai classé plutôt là. Oui, il est là, je le vois. Est-ce que parmi ceux-là, vous devinez quel est
un livre que j'ai adoré. Oh, il y en a plusieurs, hein. Bon, comme vous voyez, on mélange les livres avec mon mari, hein. Il y a des livres qui sont pas à moi. Allez, je me rapproche. Je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche. Alabama, 1963. Mais oui, je l'avais pas classé à Christian Niemiec. Je l'avais classé à Ludovic Manchette. Ce livre est excellent. Il est dingue. Il faut le lire. Il est sorti chez Pocket depuis. Dingue, dingue, dingue. En plus, les auteurs, ils sont hyper cool, hyper chouettes. C'est un plaisir de les voir à chaque fois. Puis je les ai vus récemment à plusieurs reprises. Et je leur ai dit que pour moi, ce livre, c'est un excellent polar. Alors qu'en fait, il est plutôt classé en littérature blanche. Mais ce livre est tout à la fois. Et c'est aussi ce que j'apprécie. Donc voilà, derrière, c'est... Non, ce livre est excellent. Il est vraiment excellent. Et puis, on va être à une période, comme son titre l'indique, en 1963, en Alabama. Donc, vous allez avoir tous les sujets de la ségrégation. Et en même temps, pour moi, on est sur un excellent polar. Je me suis fait avoir. C'est un page-turner. Vraiment, il est extrêmement bien écrit. À lire vraiment. Et puis, je peux terminer par mon livre préféré de cette année pour l'instant. Ah, il est là-haut. Parce que les livres Charleston, je les range par couleur, donc ce qui est très pratique parce que après je sais plus où est-ce qu'ils sont rangés quand c'est pas par ordre alphabétique. La dernière allumette de Marie Vareille, il est top. Ça rejoint ce que je vous disais précédemment parce qu'en fait il y a plein de sujets différents. On a du polar, on a de la littérature contemporaine, on a du feel good, il y a plein de choses. Mais vraiment il est excellent, je vous le conseille. Donc voilà pour cette question, je vais pouvoir rayer mon livre préféré. Il me reste 2 autres questions. Si tu continues à lire 300 livres par an, comment envisages-tu de les caser? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Oui, parce que j'ai déménagé il y a 1 an, et en fait, donc vous voyez mes bibliothèques, et en fait, on avait prévu à la base de mettre là une cheminée. Et je me suis dit, ah non, je ne veux pas de la cheminée. Déjà, ça me gonflait un petit peu la cheminée qu'on avait avant. On ne chauffait en bas qu'avec la cheminée. C'était très pénible quand on revenait après nos journées de travail. Le soir, il faisait 12 degrés dans la maison parce que ça n'avait pas chauffé. Enfin, c'était horrible. Donc voilà, puis comme là on a mis du plancher chauffant, la cheminée en fait avait été là que pour un côté esthétique. Et puis petit à petit, je me suis dit, ah oui, mais en fait, si on met la cheminée, il n'y a plus de place pour les livres. Et je voulais vraiment beaucoup de place pour mes livres. Donc j'ai de la place quand même. Et donc en fait, dans cette bibliothèque-là, il y a mes livres de poche. Et puis là, on a mis les Cozy Mystery. Puis là, j'ai quelques Agatha Christie. Et puis là, j'ai aussi quelques Agatha Christie. Puis c'est mes livres grand format. La partie grand format est rangée par ordre alphabétique d'auteur. La partie poche est rangée par ordre alphabétique d'auteur. Et donc, si jamais j'ai un auteur en genre Jussi Adler-Olsen, genre M.J. Arledge, qui sont dans les A, j'ai aussi lu du Björg et Gisdottir, et ben quand je lis ces auteurs-là, j'ai pas envie de devoir modifier toutes mes bibliothèques. Donc, ce que je fais depuis que j'ai des bibliothèques et qu'on a rassemblé nos bibliothèques avec mon mari, donc depuis 2007, eh bien, je mets des trous. Voilà, donc je mets des livres à plat, ce qui me permet de caser 2-3 bibelots et ce qui me permet de, vous voyez, de jouer sur ces trous-là quand j'ajoute un livre. Voilà. Eh bien, pour moi, la solution, dans un premier temps, elle est là. Où est-ce que je vais les caser? Eh bien, je vais boucher les trous. Et là, j'ai des trous partout. Hein. Enfin, vous voyez, là, déjà, ça peut partir. Et voilà. Donc, en fait, globalement, je suis un peu habituée, on va dire, parce que depuis 2007, on est allé dans plusieurs logements. 5 logements, mais il y en a un qui comptait un peu pour du beurre parce que c'était en attendant que notre précédente maison se construise. Et donc, en fait, on a toujours eu de plus en plus de bibliothèques avec ces trous-là. Et donc, ça se remplissait au fur et à mesure. Voilà. Donc, pour l'instant, je m'inquiète pas trop. Ensuite, il y a vraiment une saisonnalité dans les lectures. Il y a une période où je lis davantage de grands formats. En ce moment, des sorties. Donc, il me faut de la place dans les grands formats. Donc, récemment, c'est comme ça qu'on a mis les étagères T-Books ici.
pour laisser un peu de place et retrouver quelques trous dans la bibliothèque grand format qu'on n'avait pas pour que ça m'aide à ranger. Par exemple, j'avais besoin d'une rangée de plus pour les livres Charleston. Donc là, vous voyez, j'ai de la place sur les romans Charleston, hein. Il y a des trous, donc si jamais il y a besoin, voilà. Je continuerai à boucher les trous, quoi. Donc, pour l'instant, je suis pas très inquiète. Après, comment je ferai? En plus, vous voyez, il y a vraiment des étagères où il y a seulement un bibelot dedans. Donc ça, c'est fait... voilà. Donc ça, je m'inquiète pas. Bon, faut savoir que j'ai aussi ma palle qui est dans la salle à manger en face. Ah, ma palle est ici, entre autres, hein, voilà. Donc, je m'inquiète pas trop parce que, du coup, je me dis que bah, je pourrais ranger mes livres dans les trous. Et après, comment je ferai? Bah, peut-être que ma palle, elle passera ailleurs, peut-être dans notre chambre, je sais pas. Et puis, du coup, bah, à la place, je mettrai des livres. Voilà. Et puis, il y a aussi d'autres solutions qui seront peut-être possibles. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je ne parle pas de ce qui n'est pas encore réalisé, signé ou je ne sais quoi. Et donc, j'ai d'autres pistes en tête, mais qui sont pas pour tout de suite. Et de toute façon, je pense que j'ai encore largement de quoi faire dans mes bibliothèques. Voilà, donc ça c'est pour cette question-là. Et puis voilà, je m'arrangerai, je verrai. Dernière question, montre-nous quelques livres qui sont dans ta palle depuis le plus longtemps. Alors, donc j'ai une palle de 400 livres. C'est énorme, voilà, c'est vraiment énorme. Et en fait, je pense que c'est pas là qu'il faut que je vous montre les plus vieux livres de ma palle. En fait, cette palle, elle existe depuis que je partage sur les réseaux sociaux, depuis que je reçois des services presse, depuis que j'ai beaucoup d'envie lecture, depuis que je lis de plus en plus. Il y a 15 ans, 20 ans, avoir 5 livres dans ma palle, c'était beaucoup. J'exagérais un peu d'avoir acheté en avance. Autant en avance. Voilà, c'était un peu ma façon de raisonner. Maintenant, bah écoutez, en fait, dans ma palle, ou ce que je vais acheter, ça va... Enfin, non. Dans ma palle, je vais avoir des cadeaux auxquels je tiens. Je vais avoir des services presse auxquels je tiens. Si c'est des services presse que j'ai reçus de façon sauvage, que j'ai pas demandé et qui m'intéressent pas, eh ben je les garderai pas dans ma palle. Voilà. Donc là, on a des services presse que j'ai demandé, qui vont m'intéresser, etc. ou qui m'ont été envoyés comme ça. Enfin voilà. Donc voilà, c'est des livres que j'apprécie. Ou alors, je fais quand même beaucoup d'achats quand je vais à des salons. Parce que c'est l'occasion de voir l'auteur, l'occasion d'avoir un livre dédicacé et je ne peux pas passer à côté de cette occasion-là. Voilà, donc ça, ma palle est constituée principalement de ces livres-là, donc je ne peux pas m'en détacher plus que ce que j'ai fait. J'ai déjà fait un ménage il n'y a pas très longtemps. Avant, il y a quoi? Il y a combien de temps? Avant d'avoir emménagé, avant 2012, j'avais une petite palle et en fait au bout d'un moment, quand je me suis rendu compte que les livres, ouais, je les avais achetés au lycée, mais en fait ils ne m'intéressent plus, bah, ils sont allés directement dans les bibliothèques qui sont derrière moi. Donc au final, dans ces bibliothèques de livres lus, il y a peut-être 2-3 livres, il y a peut-être 10 livres maximum que je n'ai pas lus. Et donc c'est peut-être cela qui vont me permettre de répondre à la question, qui est la dernière question. Il va falloir qu'on grimpe tout en haut. Je sais que là, il y en a. Je sais que là, il y en a. Par exemple, Raphaël Billedou, là. Mélanie dans un vent terrible. Ça, c'est un livre que j'ai acheté quand j'étais au lycée. Voilà, c'est écrit à l'intérieur. Je l'ai acheté le 17 février 2001. Je ne l'ai jamais lu. J'avais pas une immense maison de la presse. Donc au bout d'un moment, je faisais le tour, je prenais des livres et je me disais, oh tiens, ça pourrait me plaire, oh, je sais pas, gna gna gna. J'ai vraiment fait le tour de ma librairie, hein, donc j'ai gratté loin. Et là, je suis allée sûrement trop loin avec ce livre-là qui ne m'intéresse pas. Il y en a d'autres en haut. Là, j'ai 2 livres de Christian Bobin. Tout le monde est occupé et la plus que vive, je suis pas sûre de les avoir lus. Même topo hein, que le livre précédent. Il doit être là. Oui, voilà. Là. Journal du dehors d'Annie Ernaux. Pareil. Acheté dans les mêmes périodes.
Ah non, j'avais pas noté quand est-ce que j'avais acheté celui-là, mais acheté dans les mêmes périodes, ouais. Après, il y en a un autre qui me titille, que j'aimerais vraiment sortir, qui date, mais de moins longtemps que ça. C'est un livre de Marc Lévy. Alors, comme on a changé les bibliothèques il n'y a pas longtemps, je connais moins par cœur la place de mes livres. Donc, Marc Lévy. Marc Lévy que j'ai découvert en 2000. Hein, Les enfants de la liberté. Ça, c'est un livre qui est rangé là. Et que je n'ai pas lu. Et celui-là, il me titille parce que je le découvrirais bien. Et il est dédicacé. Et s'il n'y a pas de date, mais la dédicace date de 2008 de mémoire. Voilà. Voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, parce que c'était pas mal. Enfin, c'était pas mal. Au niveau de la durée, au niveau de la qualité, je sais pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, qui était peut-être un peu plus fouillis que ce que je peux faire d'habitude. Un peu plus vlog, en fin de compte. Et ça, c'est peut-être bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, je vous remercie pour les questions que vous m'avez posées parce que vous avez vu, c'était hyper intéressant en fait. Enfin, en tout cas pour moi, d'y répondre, d'y réfléchir et tout. Donc, merci beaucoup pour ça. Et on se retrouve, écoutez, très vite pour d'autres vidéos. Voilà. À bientôt!